le passé, le présent et le futur de l'humanité. La coexistence de l'homme et de la nature, l'harmonie et les échanges entre les différentes civilisations et la créativité humaine vous attendent. Bienvenue en Corée. Patrimoine mondial et mémoire de l'humanité de l'UNESCO en Corée. Les tombes royales de la dynastie Joseon nous révèlent un aperçu de sa longue histoire éloquente. La dynastie Joseon, avec sa longue histoire de 500 ans, a commencé en 1392 suite à la dynastie Goryeo. Nous appelons les tombes royales de la dynastie Joseon les tombes de 27 générations de rois et de reines, ainsi que de monarques qui se sont vus accorder à titre posthume le titre de roi ou de reine. Les tombes royales de la dynastie Joseon représentent un héritage culturel inestimable qui reflète bien la tradition du néo-confucianisme coréen. En se basant sur le concept confucéen du culte des ancêtres, qui était particulièrement observé durant la dynastie Joseon, a débuté la tradition de considérer les tombes des rois comme des lieux sacrés. Construire des tombes majestueuses de rois et les vénérer permettait non seulement de rendre hommage aux rois défunts, mais d'asseoir l'autorité royale. Nous comptons aujourd'hui 42 tombes royales de la dynastie Joseon. Au total, 40 d'entre elles se trouvent en Corée du Sud et sont désignées en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, et 2 autres se situent en Corée du Nord. 조선왕릉의 특징의 하나는 주변 자연과 조화롭게 자연 친화적으로 조성한 게 특징입니다. De toutes les dynasties ayant existé dans le monde, très peu ont su préserver en si bon état les tombes de leurs monarques. Ces tumuli sont d'autant plus précieux que les tombes de toute une lignée royale sont préservées, chacune avec une perfection minutieuse. Les tombes royales de la dynastie Joseon représentent un héritage mondial inestimable, méritant la préservation pour de multiples raisons. Les sites des tombes royales de la dynastie Joseon sont choisis en fonction des traditions géomantiques. Les tombes sont orientées vers le sud en direction d'un point d'eau et protégées par une colline, mais aussi entourées à droite et à gauche par des chênes appelés dragons bleus à l'est et tigres blancs à l'ouest. Avec une crête montagneuse en face du tombeau, l'emplacement était considéré comme un site idéal. Les tombes royales de la dynastie Joseon ont tout en commun certaines caractéristiques. Les tombes sont construites selon la conception confucéenne de l'univers. Le lieu est divisé en 3 zones avec au centre un sanctuaire en bois en forme de T, où les vivants rencontrent les esprits ancestraux. Le lieu d'entrée où se situent les édifices d'accueil et d'autres édifices est un espace pour les vivants, tandis que le lieu où se situe le sanctuaire des offrandes, la maison des gardiens et la cuisine royale se présente derrière la porte rouge avec les chardons sur le toit, et c'est ici que les esprits des rois rencontrent les visiteurs. Au-delà de cet espace se trouve la tombe royale. La tombe où le roi se repose est le cœur de la tombe royale. Généralement, la butte est entourée de 12 piliers en pierre, signifiant les 12 points cardinaux, qui sont décorés avec les dessins de 12 branches terrestres et des caractères. Les tombes sont également entourées par des figures en pierre, les protecteurs des tombes. La construction de ces tombes et la disposition des sculptures sont uniques. Elles n'existent pas dans les autres sociétés confucianistes. Les statues des guerriers et des lettrés, les murs et les portails en pierre témoignent du style unique des sculptures de cette époque. Le style architectural simple et sobre est bien représenté tout au long de la route d'Ansan, de la porte rouge jusqu'au sanctuaire des offrandes qui se situe au bout de cette dernière, témoignant de l'art et de la culture unique et solennelle qui ne peut être appréciée qu'à travers les tombes royales de la dynastie Joseon. Les sites environnants de ces dernières sont également aménagés en accord avec l'ordre confucéen. Les tombes royales reflètent une tradition funéraire unique qui incarne les idées de l'époque sur le monde, la religion et la nature. Elles se distinguent des autres tombes royales des pays voisins confucianistes. Ce style architectural se perpétuera pendant plus de 500 ans. L'idéologie, l'histoire, politique et la créativité artistique de cette période sont bien illustrées. Nous découvrons également une tradition funéraire unique à travers ses cérémonies et ses rituels ancestraux.
Les tombes royales sont non seulement des sites historiques, mais également représentatifs des différentes valeurs culturelles. Les rites funéraires et les cérémonies sont pratiqués selon une procédure bien précise. Les rites et les autres pratiques, y compris le processus de la construction de la tombe, ont été retranscrits en détail. Les descendants de la famille royale Choson organisent une fois par an une cérémonie commémorative. Le clan des Yi de Cheonju pratique des rites commémoratifs depuis 1910, date marquant la fin du royaume de Choson. En outre, des cérémonies rituelles nationales ont également lieu de manière régulière dans le sanctuaire royal. Il est évident que les tombes royales de la période Choson jouent un rôle important pour la continuité de cette tradition du culte ancestral. Les tombes sont toutes situées du côté est ou ouest de la capitale. La loi du royaume de Choson voulait que ces tombes soient situées entre 4 et 40 km du centre de Hanyang, la capitale. Les sites sont choisis en fonction des traditions géomantiques et conservent un environnement très vert, même à l'intérieur de la capitale moderne qu'est Séoul. C'est à l'occasion du 33e comité du patrimoine mondial tenu à Séville le 30 juin 2009, en Espagne, que toutes les tombes royales de la dynastie Choson ont été classées comme un patrimoine culturel. Construites en accord avec les principes de la géomancie, leurs délimitations ont également été définies en accord parfait avec un ordre strict. Ce sont des lieux sacrés qui se fondent dans un environnement naturel où tombes, statues de pierre et bâtiments représentent un ensemble harmonieux qui nous fait découvrir un chapitre important de l'évolution de la culture funéraire en Asie de l'Est. L'autre particularité concerne la pratique continue des rites commémoratifs depuis plus de 600 ans. Tous ces critères font de ces tombes royales un patrimoine mondial inestimable. Le Tongbogam, ou les principes et la pratique de la médecine orientale. Le Tongbogam, ou les principes et la pratique de la médecine orientale, est répertorié dans le registre international Mémoire du monde. En 1597, Ho-jun, un médecin de la cour royale, rédigea son contenu pendant 16 ans. Composé de 25 volumes traitant autant de théorie que de pratique, cette encyclopédie de médecine orientale, imprimée au départ sur des tablettes en bois, décrivant toutes les connaissances de la médecine orientale accumulées jusqu'à l'époque. 우리 몸 안에 오장육부에 관련되는 내경편, 눈, 코, 입, 귀 이런 손발 이런 우리 몸의 그 바깥 부분에 해당되는 외형편, 그리고 아주 잡다한 그 질병 관련되는 잡병편과 1212가지 약재, 그 중에 637가지는 한글로 이렇게 약재 이름을 써놨는데 그런 그 탕액편과 또 침 놓고 뜸 뜨는 그런 침구편, 이렇게 5종류로 구분되어 있습니다. Puisque les prescriptions pour chaque maladie ont été illustrées, il est facile à consulter. Le Tongbogam fut publié à plusieurs reprises non seulement dans le royaume de Choson, mais aussi en Chine et au Japon. L'œuvre de Ho-jun contribuera grandement au développement de la médecine traditionnelle en Asie de l'Est, et cette œuvre est considérée en Corée comme le meilleur ouvrage sur la médecine orientale. Le mérite académique de ce travail n'est pas dû aux théories médicales qui sont citées dans l'œuvre, mais plutôt aux méthodes et aux traitements très novateurs qui concilient harmonieusement les théories médicales orientales de cette période. De plus, ce travail a permis au peuple de remplacer les herbes médicinales coûteuses importées de Chine par les herbes locales. C'est pour ces raisons que le Tongbogam est un héritage précieux internationalement reconnu. 이 책이 한 민족, 한 국가에 국한된 그런 책이 아니고 세계인이 같이 공유해야 할 그런 책으로 평가를 받는 데다가 또한 과거
현재, 미래를 이어주는 그런 가치 있는 책이라고 인정되어서 세계 기록유산으로 등재되었다고 볼 수 있습니다. Le Tongbogam est la compilation d'un savoir traditionnel qui contribue toujours au développement des pratiques médicinales en Asie. Cette encyclopédie est organisée de manière plus méthodique que n'importe quel autre texte médical et surtout, le manuscrit original subsiste toujours. C'est un véritable patrimoine documentaire mondial qui est très rare dans sa forme originale qui est irremplaçable. Le Tongbogam est un texte coréen unique et le premier texte au monde sur la santé publique, accumulant les connaissances médicales pour que les gens ordinaires puissent facilement l'utiliser. C'est la raison pour laquelle il est inscrit dans le registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Ces textes médicaux utilisent des méthodes médicales holistiques orientales pour traiter les maladies, mais prend aussi en compte l'état émotionnel et psychologique du patient. En effet, cette œuvre est estimée pour les valeurs sociales, philosophiques et techniques qu'elle véhicule. En outre, le fait que le texte original soit préservé dans un parfait état ajoute encore de la valeur au document. Les villages traditionnels coréens. Les villages de Yangdong et Hahae. Les villages traditionnels coréens se classent en plusieurs genres. Certains s'étaient formés autour de petites villes et d'autres sont regroupés par clans. Ces villages formés par des clans sont importants puisqu'ils reflètent le mode de vie traditionnel coréen. Ces villages de clans ont commencé à se former au début de la période Joseon et représentaient à la fin de la dynastie 80% des communautés rurales en Corée. Certains de ces villages subsistent encore de nos jours. Hahae et Yangdong étant ceux qui ont su le mieux garder leur tradition. Ces villages de clans se forment avec des hommes de la même lignée, du même nom de famille, qui se regroupent et prennent des épouses qui ne sont pas forcément originaires du même village. La plupart des habitants appartiennent à un, ou bien 2 ou 3 clans, et les décisions importantes sont parfois prises par un seul clan qui prend le rôle de meneur. Les villages de Hahae et de Yangdong sont des exemples parfaits des villages Yangban, classe aristocratique, qui se sont formés par clans et se situent au sud de la péninsule où la culture Yangban s'est propagée. Ces villages ont été construits selon des instructions confucéanistes et conviennent parfaitement au climat local qui est chaud et humide en été et froid et sec en hiver. Yangdong se trouve à Gyeongju, au nord de la province de Gyeongsang. Ce village existe depuis plus de 6 siècles et représente le parfait exemple du village de Yangban de la période Joseon. Les modes de vie traditionnels confucéens se poursuivent dans ce village. Le village de Yangdong était dominé par 2 clans, le clan Wolsong-son et le clan Yogang-li, qui étaient venus s'installer ici avec leurs épouses au commencement de la dynastie Joseon. Le village est très bien situé puisque le lieu a été choisi en fonction des principes géomantiques. Il se trouve au milieu de la grande plaine de Hangang, entouré de petites vallées. Cet ensemble ressemble au caractère chinois de l'eau et sa topographie offre aux habitants beaucoup d'avantages. Yangdong se caractérise par ses bâtiments qui profitent d'un environnement naturel. Ici, la nature et les structures faites par les hommes coexistent en harmonie, toujours en concordance avec les principes de la géomancie. Avec sa longue histoire et sa riche tradition, le village renferme une ressource culturelle inestimable, comme par exemple ses édifices construits au cours des 15e et 16e siècles, reflétant le style architectural de la période Joseon. Plus d'une trentaine de bâtiments du village datent de plus de 200 ans. Les descendants des plus grandes lignées familiales vivent toujours dans ces maisons ancestrales et conservent différents héritages culturels qui sont considérés comme un trésor national. Plusieurs bâtiments anciens, comme Mucheongdang, Hyangdan et Kwangajang, ont été désignés comme faisant partie d'un héritage culturel inestimable. Les descendants de Yeonjok résident encore ici. Yeonjok était un grand intellectuel de la dynastie Joseon qui avait étudié le néo-confucianisme à Dongnatdang, situé à 6 km de Oksan. Plus tard, il fondera à cet endroit une école confucéenne.
C'est dans ce village qu'il avait cherché à parvenir au sommet de l'apprentissage confucéen par la maîtrise de ses émotions. L'esprit fort et juste des érudits réside toujours dans ce lieu. L'architecture de chaque bâtiment répond bien aux idéaux recherchés par la noblesse de cette époque. Les pavillons sur la colline sont des vestiges d'un corps administratif indépendant qui gérait toute la grande plaine de Hangang. Ces édifices nous donnent une idée sur le mode de vie de cette époque. L'aspect traditionnel de ces pavillons reflète bien le système des statuts sociaux de cette période. L'avant-toit recourbé de la chambre du maître et les balustrades en bois sculpté sont une vitrine du talent artistique et architectural de l'époque. Le plancher qui donne sur l'extérieur, appelé maru, reflète la culture confucéenne. On révérait le ciel, on remerciait la terre et on vivait en communauté sans conflit. 조선시대 때 유교 철학을 근본으로 한 이 동네에 경로사상이라든지 충효사상이라든지 또 예적, 관서, 통가 이래 이러한 미풍 양식들이 계속 유지되어 오고 있습니다. Le portrait de Sonso, trésor national numéro 1216, est conservé jusqu'à nos jours, ainsi que des costumes et traditions de la vie de l'époque. Les bâtiments préservés en bon état font la fierté du village de Yangdong. Ils sont placés dans un site propice selon la théorie de la géomancie. 3 d'entre eux, dont Muchamdang, font partie des trésors nationaux et 11 sont considérés comme matériel folklorique. C'est pourquoi Yangdong est toujours entretenu avec soin et est préservé dans son état originel avec sa désignation en tant que village folklorique important. Nous nous retrouvons maintenant à Hahe dans la province du Gyeongsang du Nord. Le clan Pungsangnu a vécu dans ce village pendant plus de 600 ans, faisant de celui-ci l'un des plus importants villages coréens. Hahe est connu pour ses maisons traditionnelles très bien conservées. Ce village est également connu par la naissance de 2 frères célèbres, Liu Wongyong, un intellectuel confucianiste, et son frère Liu Songyong, qui fut Premier ministre durant l'invasion japonaise en 1592. Le village de Hahe, préservé dans son état originel, peut être fier de sa beauté architecturale. Un des bijoux de ce village comprend Yangjindang, Chunghyodang et Pukcheondek, qui sont représentatifs du mode de vie aristocratique. L'école confucéenne Pyeongsan reste l'exemple de l'architecture propre à cette période. Le mot Hahe signifie rivière qui tourne autour. Il a été appelé ainsi parce que le village s'étend en forme de S le long de la rivière Nakdong. De loin, le village nous offre une vue unique. La communauté est en harmonie avec son environnement naturel, entouré de la rivière Nakdong du côté est, ouest et sud. Le paysage ressemble à une fleur de lotus qui flotte sur l'eau, ou encore au symbole du yin et du yang. Ces 2 formes sont considérées comme favorables aux principes géomantiques. Le village est gardé par un Zelklova âgé de plus de 600 ans. Les maisons sont construites autour de cet arbre et orientées côté rivière. Actuellement, il y a 150 familles qui y vivent. Une route principale divise le village en 2, du côté nord Pukcheon et du côté sud Namcheon. Yangjindang et Pukcheondek sont les bâtiments clés du Pukcheon, tandis que du côté Namcheon, c'est Chunghyodang et Namcheondek qui sont les bâtiments principaux. Hahe est devenu plus célèbre en tant que village traditionnel après les visites de la reine Elisabeth II en 1999. Les grandes portes majestueuses et les structures imposantes du style architectural de la dynastie Joseon nous donnent un aperçu sur le mode de vie des Yangban intellectuels qui respectaient et honoraient leurs ancêtres. Ils considéraient l'apprentissage comme la vocation de toute une vie. Les 4 grandes cérémonies confucéennes sont le passage à l'âge adulte, le mariage, les funérailles et le culte des ancêtres, qui ont toujours existé en même temps que les traditions folkloriques, telles que la danse masquée de l'exorcisme Hahe Pyeolshin, datant de la fin du royaume de Goryeo.
Les masques coréens de Hahae sont des masques folkloriques très anciens désignés trésor national numéro 121. Parmi les 12 masques originaux, seuls 9 ont été préservés. La mariée, le moine, le noble, le lettré, le serviteur lettré, la dame, le boucher et la grand-mère. 하회탈의 특징은 사람의 표정, 결국 희노애락을 다 표현할 수 있다는 데 있습니다. 그래서 세계적으로도 가치가 있는 탈입니다. Les masques très expressifs de Hahae ont reçu les éloges du monde entier. Les masques sont faits en bois d'aulne et sont peints puis recouverts de 2 ou 3 couches de laque, ce qui leur donne de très jolies couleurs. La danse masquée de l'exorcisme appelée Hahae Pyeolshin existe depuis 500 ans. Elle constitue une source importante pour l'étude des origines de l'art folklorique coréen. Cette danse théâtralisée est généralement satirique et se moque de la classe aristocratique. Le village de Hahae mélange plusieurs éléments. En effet, la danse masquée, subversive et satirique, cohabite avec la culture et la tradition conservatrice confucéenne. Hahae est un patrimoine mondial inestimable où la beauté des anciennes maisons et le mode de vie ont été préservés. Yangdong et Hahae existent depuis les 14e et 15e siècles et représentent les 2 plus importants villages traditionnels de Corée. Ils sont en accord avec l'environnement naturel qui les entoure et reflètent les idées traditionnelles confucéennes de la dynastie Joseon. La préservation de l'architecture traditionnelle est valorisée et joue un grand rôle dans l'enseignement de Confucius. Ces communautés ont su transmettre de génération en génération les modes de vie traditionnels et la culture confucéenne, et cela jusqu'à nos jours. Sur les traces de la culture de l'humanité. Le patrimoine culturel de l'UNESCO en Corée nous rappelle les vraies valeurs de toute l'humanité. Sur les traces des cultures de l'humanité. Patrimoine culturel de l'UNESCO en Corée. L'héritage intangible coréen brille dans l'histoire culturelle du monde à travers des œuvres d'art nées d'une grande créativité artistique basée sur la culture traditionnelle coréenne. Le rite Yeongdeung-gut de Chilmori-dang à Jeju, rituel adressé aux dieux de la terre et de la mer. La liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO a été créée dans le respect des diverses cultures pour préserver la créativité humaine. Le rite Yeongdeung-gut se déroule à Chilmori-dang sur l'île de Jeju et fait partie du patrimoine mondial immatériel. Konlipdong, autrefois appelé Chilmori, est un petit village de pêcheurs sur l'île de Jeju où se déroulent des rituels chamaniques appelés Tangut. Le rite Yeongdeung-gut est particulièrement important puisque c'est le seul rite chamanique destiné aux plongeuses coréennes. Chilmori-gut de Jeju est un rite en l'honneur de la déesse du vent Yeongdeung qui est pratiqué sur les côtes et les îles du Sud. Pendant le 2e mois du calendrier lunaire, un vent fort souffle sur l'île de Jeju, ce qui empêche les Hanyo de plonger pendant cette période car les vagues sont violentes. Les gens croyaient que ce phénomène était dû aux manifestations de la grand-mère Yeongdeung qui descendait sur Terre. Ces femmes plongeuses menaient une vie difficile et avoir de bonnes conditions climatiques était l'une de leurs préoccupations majeures puisqu'elles survivaient grâce à la pêche sous-marine. Autrefois, des séries de rites étaient pratiquées en l'honneur des dieux gardiens du village, le dieu magistrat et la déesse de la mer. Parallèlement, se tenait la cérémonie de bienvenue en l'honneur de Yeongdeung, la déesse du vent. La différence entre ce rituel chamanique et ceux pratiqués sur le continent était la participation de tous les villageois.
Ces rites reflètent le respect des villageois pour la mer, dont ils dépendent pour leur subsistance. On croyait, selon la tradition, que la déesse du vent venait visiter l'île de Jeju le premier jour du 2e mois du calendrier lunaire. Les insulaires pensaient également que c'était elle qui leur accordait la bonne récolte de coquillages et la pêche abondante avant son départ le 14e jour. Le sanctuaire de Chilmolidang est l'endroit où, le premier jour du mois, on accomplit le rite de bienvenue à Yeongdeung et le rite d'adieu à cette déesse du vent le 14e jour du mois. Les villageois croient que Yeongdeung est plus réceptive à la cérémonie d'adieu plutôt qu'à celle de bienvenue. Elle assiste à la 2e cérémonie d'adieu le 15e jour avant de s'en aller. Curieusement, pendant les 2 premières semaines du mois, les produits de la mer et la récolte de coquillages étaient peu fructueux. Ces fêtes encouragent d'autant plus la pratique de ces rituels. Selon la croyance, cette pénurie en fruits de mer s'explique par la présence de la déesse sur l'île qui goûte aux produits de la mer tout en profitant de la beauté de l'île. La cérémonie de bienvenue reste assez sobre, tandis que la cérémonie d'adieu est assez extravagante et longue, puisqu'elle commence le soir et se poursuit jusqu'au lendemain après-midi. 영등신이 들어와서 이제 제주도의 모든 풍어, 육상으로 가면은 오궁 농사를 씨를 뿌려주고 가고, 바다에는 뭐 해초, 고동, 생북, 전북, 소라 뭐 이런 전부 다 씨 뿌려주고 가는 마당에서 송별 대제를 아침 9시부터 시작하면은 저녁 6시까지 하는 거예요. 그래서 송별 대제일이 제일 규모가 큰 행사입니다. C'est un chaman qui préside la cérémonie, accompagné de danses et de percussions. Le rituel commence par une cérémonie d'appel des dieux Chogam, où l'on invite les dieux et prie pour la protection de tous les participants. Puis, dans la cérémonie Ponhyangdum, on invoque les esprits gardiens du village et on prie pour la paix et la prospérité du village. Viennent ensuite les cérémonies de bienvenue adressées aux dieux de la mer et à la déesse du vent pour demander la protection des pêcheurs et des plongeuses. D'autres rituels sont pratiqués pour chasser les mauvais esprits ou encore pour rendre les graines issues des récoltes de mer et laisser repartir Yeongdeung sur un bateau. Le rituel se termine par la cérémonie Tojin qui a pour but de congédier les dieux. Une fois que les dieux ont quitté le village, c'est l'arrivée du printemps. En d'autres termes, Yeongdeung annonce l'arrivée du printemps. Le rite prend ses origines dans les prières adressées pour obtenir une pêche abondante et existe depuis plus de 500 ans. La cérémonie implique une religion folklorique et des croyances uniques des plongeuses de Jeju. C'est un patrimoine mondial immatériel inestimable qui nous apporte des réponses sur les origines de certaines cultures. Kangang Sulle, danse de la pleine lune. Kangang Sulle est l'une des plus grandes danses folkloriques coréennes exécutées par des femmes. Traditionnellement, les jeunes filles se réunissaient au cours du 1er et 8e mois lunaire dans la maison du village qui avait la plus grande cour pour saluer la pleine lune en chantant et dansant. Ces danses étaient surtout exécutées au 8e mois du calendrier lunaire, avant la mousson du riz pour augurer la fertilité et la bonne moisson. La cérémonie implique des symboliques concernant la lune, les principes féminins, la nuit et le cercle. Pour la danse Kangang Sulle, les femmes se réunissent en forme de cercle sous la pleine lune, bien ronde et haute dans le ciel. Elles se tiennent par la main et commencent à danser en rond avec la musique. La femme avec la plus jolie voix chante tandis que les autres la rejoignent au refrain du Kangang Sulle. Les jeunes filles, à qui il était strictement interdit de sortir le soir, pouvaient se permettre en cette occasion de danser et de chanter toute la nuit. 이 강강술래는 가사가 정해진 게 없거든요. 그때그때 생기는 대로 즐거운 가사 하고 즐겁게 뛰고 또 슬픈 가사 하면 또 슬프게 하고 또 웃기는 가사 하면 웃으면서 하고
그렇게 그때그때 생각나는 대로 유행가 가사처럼 그렇게 해요. Les paroles improvisées de ces chants, qui durent toute la nuit, reflètent une tradition orale folklorique qui renferme une richesse et une poésie permettant d'exprimer la joie et la peine. Kangang Sule est une combinaison très originale composée de chants, de danse et de poésie. C'est une forme unique de ballade coréenne. Au début, la danse commence lentement, mais devient de plus en plus rapide au fur et à mesure que le temps passe. Les danseuses s'adonnent au rythme de cette danse et continueront jusqu'à qu'elles ne soient plus capables de marcher le lendemain. Cette danse chantée peut aussi être accompagnée de différents jeux folkloriques. Les danseuses dansent généralement en cercle, mais il existe également d'autres variantes, comme par exemple la variante appelée jeu de la tortue, où une danseuse se retrouve à danser seule au milieu du cercle, ou encore la variante de la cueillette des fougères. Le dressage des harengs séchés, la marche sur les tuiles, la trappe-queue, l'enroulement du tapis, le jeu du gardien et le fil dans l'aiguille. Kangang Sule est une célébration où la beauté féminine est mise en valeur mieux que dans tout autre jeu folklorique traditionnel coréen. Quand les lignes et les mouvements de la danse s'enchaînent rapidement, on perçoit la beauté de la forme arrondie qui évoque le mystère de la femme. Se tenant par la main et formant un cercle, les danseuses éprouvent un profond sentiment d'unité et d'harmonie. Kangang Sule est emblématique de la diversité culturelle et sa contribution à la créativité humaine est reconnue. C'est la raison pour laquelle la danse a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Choyongmu, danse élégante préservant de la malchance. Selon une légende, le roi Hongang, 49e monarque du royaume de Shilla, est sorti se promener un beau jour. Alors qu'il était à Keunpo, le brouillard a commencé à descendre et à obscurcir le paysage. Le roi fit alors serment d'y faire bâtir un temple. Le roi dragon de la mer, de l'Est et 7 fils apparurent et louèrent les vertus du roi avec musique et danse. Choyong, qui était l'un des 7 fils, resta avec le roi Hongang et se maria avec une très belle femme. Choyong réussit à chasser par le chant et la danse le démon à variole qui, sous une forme humaine, dormait auprès de sa femme. Choyongmu est une danse masquée qui est de nos jours exécutée uniquement sur scène. Elle était originellement pratiquée pour éloigner les mauvais esprits et assurer la tranquillité lors des banquets royaux ou des rites d'exorcisme accomplis la veille du nouvel an lunaire pour attirer la bonne fortune. Cette mystérieuse danse masquée, qui prend ses origines dans la légende de Choyong, symbolise la défaite du mal et permet d'attirer l'énergie positive. Le masque de Choyong est de couleur lit de vin et a les dents blanches. Il porte des boucles d'oreilles et un chapeau noir qui était autrefois porté par les fonctionnaires. Ce chapeau est décoré de 2 bouquets de pivoine, 7 pêches et quelques rameaux. Le lit de vin et les pêches sont censés exorciser les mauvais esprits et la pivoine est considérée comme une fleur noble qui annonce l'arrivée d'événements heureux. Un danseur en costume bleu entre en scène le premier, pour commencer le Choyongmu. Il est suivi de 4 autres danseurs et ils forment une ligne droite. Ils avancent d'un pas mesuré et maintiennent cet équilibre en se déplaçant lentement comme des flots continus d'eau
qui ruisselle doucement. Les 5 danseurs Choyong, habillés de 5 couleurs différentes, représentent chacun une saison différente. Le bleu pour le printemps, le rouge pour l'été, le blanc pour l'automne, le noir pour l'hiver, et le jaune au milieu qui dirige les 4 saisons. C'est une forme basée sur les théories du yin et du yang et des 5 éléments. Les couleurs bleu, rouge, noir, blanc et jaune correspondent au bois, au feu, à l'eau, au vent et à la terre. Les énergies yin et yang créent le ciel et la terre et toutes les choses vivantes prennent vie et meurent en fonction de ces 5 éléments. Les 5 danseurs Choyong reflètent bien les 5 vertus confucéennes qui sont la générosité, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté. La danse se termine quand les danseurs suivent celui en costume bleu qui se dirige vers l'endroit où la danse a commencé. Cela signifie que cette fin laisse place à un autre commencement et que tout commencement a aussi une fin. 초용무가 세계 무형문화재로 등재된 이유의 하나는 그 역사성과 전통성 그리고 그 예술성이 시대별 즉 신라로부터 고려 조선에 이르기까지 그 사상을 계승한 데 그 특징이 있습니다. Choyongmu est plus qu'un simple rituel qu'on pratique pour chasser les mauvais esprits. Les idées admirables qu'englobe cette danse lui ont permis de perdurer à travers le temps sous forme d'un art noble, et cela fait plus de 1000 ans qu'elle est exercée. On peut voir dans cette pratique un désir très présent chez les Coréens de chasser le mal pour atteindre un monde paisible et harmonieux. Namsadang Nori, spectacle traditionnel total exprimant la joie et la tristesse du peuple. Dans la seconde moitié de la dynastie Joseon sont apparues des troupes itinérantes comptant généralement une quarantaine d'artistes masculins. Ces troupes, appelées Namsadangpe, étaient dirigées par des leaders connus sous le nom de Goktusen. Elles parcouraient des villages d'agriculteurs et de pêcheurs pour faire des représentations de Namsadang Nori destinées au peuple. Le Namsadang Nori est une tradition populaire destinée aux gens du peuple. C'est une forme d'amusement permettant d'apaiser la peine des plus démunis, de ceux qui étaient en bas de l'échelle sociale, et de critiquer en même temps l'immoralité de la classe aristocratique. Le Namsadang Nori a contribué au réveil de la conscience publique. Il fait maintenant partie du patrimoine culturel intangible, constituant l'un des fondements de l'art traditionnel populaire coréen. 우리 그 남사당 특징이라는 것은 우리 남사당 노래가 그만 남사당이 아니고 남사당 노래에 6가지 종목이 있어요. Le Namsadang Nori comprend la musique à percussion des paysans, le jonglage avec l'assiette, la cabriole, un numéro de funambule, une danse masquée, ainsi que des spectacles de marionnettes. Il s'inspire des chants et danses des bouffons de la cour qui étaient présentés lors des événements officiels devant les émissaires étrangers en visite pendant la dynastie Joseon. Mais la nature du Namsadang Nori a changé et s'est développée pour devenir une forme d'amusement populaire. Par exemple, les danses masquées et les spectacles de marionnettes sont devenus plus satiriques, exprimant le dégoût pour la corruption des fonctionnaires, l'incompétence de la bourgeoisie et l'étouffante société patriarcale. C'était aussi l'expression d'une volonté de plus grande liberté. L'auditoire y trouvait une sorte de réconfort et soulagement permettant de surmonter la répression psychologique que les gens subissaient. Un deuxième élément important était le lieu de la représentation. Les spectacles se déroulaient en plein air un peu partout. Les spectateurs s'asseyaient près de la scène et faisaient parfois partie du spectacle. Dans ce cas, le clown encourageait une plus grande participation de l'auditoire. Les pièces devenaient alors littéralement et métaphoriquement ouvertes à tout le monde. Un autre aspect du Namsadang Nori concerne le professionnalisme des membres de la troupe. Les artistes sont en effet dotés de talent pour la musique, la danse, la littérature, le théâtre, le mime et bien d'autres arts du spectacle.
Le Namsadang Nori est généralement basé sur la mélodie du Uttali venant de la région centrale de la Corée. Les artistes font preuve d'un remarquable talent musical, exécutent différents mouvements et danses, ainsi que des morceaux arrangés de musique paysanne. Pendant l'acte appelé Bona, les artistes font tourner des assiettes au bout d'un long bâton et se les lancent entre eux. Les farces et les plaisanteries entre les tourneurs et les clowns accroissent la théâtralité de la pièce. Le salpan signifie endroit ou lieu de vie. Le terme est tiré de la phrase « Si tu t'y sens bien, c'est un bon endroit pour vivre, sinon ça ne l'est pas ». C'est une pièce d'acrobatie unique à cause du dialogue échangé entre les culbuteurs et les clowns. Le numéro du funambule, où l'acrobate est en équilibre sur une corde raide, est appelé orum, mot qui signifie glace en coréen. Le nom suggère que les funambules doivent marcher sur la corde comme s'ils le faisaient sur la glace. Les cordes sont suspendues à 2,5 mètres du sol et font de 10 à 15 mètres de long. Elles doivent supporter un poids important et doivent être préparées par des professionnels. La pièce se poursuit avec les échanges de plaisanteries entre l'artiste qui marche sur la corde raide et le clown au sol. Ceci ajoute de l'attrait au spectacle. Totpei signifie « regarder vers le monde ». C'est une forme de jeu masqué qui amuse les gens par ses critiques sur la société avec dialogue, danse, musique d'accompagnement, chant et mime. Olmi est le seul spectacle traditionnel de marionnettes en Corée. Pendant que les marionnettistes contrôlent les marionnettes derrière l'écran, un narrateur assis parmi les musiciens va dialoguer avec elles. La forme déstructurée est la principale caractéristique de ce spectacle. Le Namsadang Nori comprend 6 actes séparés, mais qui ont un rapport entre eux. C'est une forme folklorique d'art du spectacle, caractérisée par des commentaires satiriques sur la société et les réponses spontanées de l'auditoire. La cérémonie Yongsan-je, la beauté solennelle de la culture bouddhique coréenne. La cérémonie Yongsan-je cherche à révéler l'ultime vérité de la réalité. Ce rite transcende le temps et l'espace pour rappeler le sermon fait par Bouddha sur le sultra du lotus à l'assemblée au mont des Vautours en Inde il y a environ 2600 ans. Le Yongsan-je n'est pas seulement la reconstitution d'une scène tirée de l'histoire, mais plutôt un rite solennel bouddhique. Il a pour but d'éveiller les êtres s'accrochant aux choses terrestres à la vérité du Bouddha. C'est la cérémonie bouddhique la plus solennelle accomplie devant Bouddha. Les participants expriment leurs vœux pour tous afin de transcender la vie et la mort, pour devenir un dans le Dharma et pour se retrouver à nouveau. En d'autres termes, cela signifie qu'on forme une relation avec le Dharma pour atteindre l'illumination. Le Yongsan-je commence par l'accrochage à l'extérieur de l'image de l'assemblée du mont des Vautours dans le but d'établir le royaume de Bouddha. Ensuite viennent les rites de l'accueil des esprits à l'extérieur du temple. La veille à 2 cordes, la cithare à 6 cordes, le grand tambour, le tambour sablier et d'autres instruments, ainsi que divers spectacles de danse vont accompagner les rites. La musique dans cette cérémonie et toutes les musiques utilisées dans ces cérémonies bouddhiques s'appellent pompe. De même, toutes les danses bouddhiques s'appellent chakpommu. Le pompe est joué pour louer les bienfaits de Bouddha et le chakpommu exprime la joie de rencontrer la vérité de Bouddha ou du Dharma à travers les gestuels. Le chakpommu rend encore plus majestueuse la cérémonie. Il est constitué de 4 éléments, le paramu, chakpommu, popkomu et tajumu. Le paramu est une danse qui utilise des cymbales.
Le Chakpommu est une danse qui loue le dharma à travers le port de robes de couleur et d'une coiffure, les danseurs tenant dans chaque main une fleur de lotus. Le Popkomu est dansé au rythme du tambour dharma. Il commence doucement mais le tempo s'accélère, représentant l'accroissement de l'effort pour trouver la vérité. Le ralentissement de la pulsation à la fin représente l'arrivée au royaume désiré. Le Tajumu est exécuté pendant l'offrande des repas. L'énergie tirée des offrandes est censée aider à atteindre le nirvana. À la différence des autres danses, le Chakpommu calme l'esprit, favorise la méditation et aide les gens à trouver le bon équilibre entre la souffrance et la joie. C'est une partie importante de la cérémonie Yeongsanjae qui est inclue dans chaque étape du rite. La danse exprime le processus permettant d'atteindre la compréhension et l'accomplissement. Une fois qu'on a accueilli les esprits, les participants prient à travers divers rites. La vérité et la nourriture sont offertes aux âmes mortes. Le dernier rite se déroule avec tous les participants qui marchent autour de l'autel en récitant les écritures bouddhiques. La cérémonie est en général accomplie par les moines, mais la participation de personnes extérieures à la fin est une de ses particularités. 영산제가 우리나라의 문화에 끼친 영향은 지대하다라고 볼 수가 있습니다. 불교 의식이긴 하지만 모든 춤이나 소리의 가장 기본이 되는 것이 불교에서 나온 그 영산제 범패 소리를 제가 알고 있습니다. Le Yeongsanjae est l'expression créative et artistique du bouddhisme coréen, et de ce fait fait partie de la culture traditionnelle. Il mène les âmes mortes et vivantes vers la vérité de Bouddha et les aide à atteindre un état libre de toute souffrance et de douleur. Sa valeur ne réside pas dans la performance en elle-même, mais plutôt dans la participation de tout le monde à cette magnifique cérémonie. Le Yeongsanjae est comme une fleur qui éclot de la pensée coréenne, de la culture, de l'art et de l'histoire des Coréens. Il dépeint de façon très attrayante le bouddhisme coréen. Sur les traces des cultures de l'humanité. Le patrimoine mondial de l'UNESCO en Corée nous rappelle les vraies valeurs de toute l'humanité. Sur les traces des cultures de l'humanité. Patrimoine de l'UNESCO en Corée.